Par une grise matinée de juin, un mardi, Comfort Tobias, la gouvernante des Washburn, entra chez ses employeurs comme chaque jour depuis 17 ans. Le fait d'avoir été licencié 9 ans plus tôt ne l'empêchait pas de venir faire le ménage et les Washburn ne l'appréciaient que davantage depuis qu'ils avaient cessé de lui verser son salaire. Avant de travailler pour les Washburn, Tobias murmurait à l'oreille des chevaux dans un ranch au Texas. Mais elle était entrée en dépression nerveuse le jour où un cheval lui avait répondu en chuchotant lui aussi. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est qu'il connaissait mon numéro de sécurité sociale. Lorsque Comfort Tobias pénétra dans la maison des Washburn ce mardi, tous les membres de la famille étaient partis en vacances. Madame Washburn appréciait qu'on change les ampoules 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, même si elles étaient encore en bon état. Elle adorait les ampoules toutes neuves. Les draps, en revanche, c'était 1 fois par an. À la seconde où la gouvernante entra dans la chambre principale, elle sut qu'il manquait quelque chose. Soudain, elle comprit. Elle n'en crut pas ses yeux. Quelqu'un s'en était pris au matelas et avait découpé l'étiquette portant la mention « La loi interdit formellement aux personnes n'étant pas propriétaires de l'article d'en retirer l'étiquette. » Un frisson parcourut Tobias. Elle eut envie de vomir. Une petite voix lui commanda d'aller voir dans les chambres des enfants. Comme elle l'avait craint, là aussi les étiquettes avaient été arrachées des matelas. Je n'avais jamais rien vu de tel. D'habitude, ces choses-là n'arrivent jamais ici. Quoi qu'il y ait bien eu la fois où quelqu'un est rentré par effraction dans la boulangerie du coin. Il avait aspiré toute la confiture des beignets. Au 3e coup, on a placé des tireurs d'élite sur le toit et surpris le coupable en flagrant délit. Il a été abattu sur le champ. Pourquoi? C'est tellement insensé, tellement cruel. Dans quel monde vivons-nous? Si quelqu'un d'autre que l'acheteur du matelas peut découper les étiquettes. Quand je sortais de chez moi, je laissais toujours mes matelas à la maison. Aujourd'hui, dès que je m'en vais, que ce soit pour aller faire des courses ou chez des amis, je suis toujours obligée de prendre mes matelas avec moi. Sur la route, 2 personnes roulaient à grande vitesse à bord d'une voiture volée. Le chauffeur avait sur l'avant-bras droit un tatouage « Paix, amour, décence ». Lorsqu'il remontait sa manche gauche, un autre tatouage apparaissait. Erreur d'impression, ne pas tenir compte de l'avant-bras droit. À côté de lui se trouvait une jeune femme qu'on aurait pu considérer comme jolie si elle n'avait pas ressemblé comme 2 gouttes d'eau à un parrain de la mafia. Le conducteur, Beau Stube, s'était récemment échappé de la prison de Saint-Quentin, où il avait été incarcéré pour abandon de détritus dans un lieu public. Stube avait plongé pour une affaire d'emballage de sneakers tombés sur le trottoir. Le juge déplora que le coupable ne manifesta pas le moindre regret, l'avait condamné 2 fois à la prison à perpétuité. La femme, d'Oxinache, avait été mariée à un entrepreneur des pompes funèbres. Stube était entré un jour dans le salon funéraire, juste pour regarder, sans avoir l'intention d'acheter. Il tomba immédiatement fou amoureux d'elle. Stube et d'Oxinache ne tardèrent pas à vivre une histoire d'amour secrète, mais son entrepreneur de mari, Wilbur, appréciait Stube, à tel point qu'il proposa de l'enterrer gratuitement, s'il était d'accord pour que cela se fasse le jour même. Stube le mit KO et s'enfuit avec sa femme, non sans l'avoir préalablement remplacée par une poupée gonflable. Aussi loin qu'il se souvienne, Pug a toujours été policier. Son père était un célèbre braqueur de banque, et le seul moyen de passer un peu de temps avec lui, c'était de l'appréhender. Pug a arrêté son père à 9 reprises. Leurs conversations lui ont laissé un souvenir impérissable, même si la plupart ont eu lieu lorsqu'il se tirait dessus. J'ai demandé à Pug ce qu'il pensait de la situation. Ma théorie ? 2 êtres à la dérive, partis en goguette pour voir le monde. Two drifters off to see the world.
Homer? William? C'était Willard Bogg, l'agent Bogg de la police d'État d'Amarillo. On a repéré un couple au comportement très suspect. Quel genre? Parfaitement informé des problèmes de santé liés au tabac, Pug consomme uniquement des cigarettes en chocolat. Lorsqu'il en allume le bout, le chocolat fond, dégouline sur son pantalon, et il se retrouve avec des notes de teinturier démesurées par rapport à sa modeste solde de policier. Le couple est entré dans un restaurant chic du coin. Ils ont commandé un copieux dîner au barbecue, du vin, tout le Bataclan. Et quand la douloureuse est arrivée, ils ont essayé de payer avec des étiquettes à matelas. Coffre-les. Mais garde ça pour toi. Personne ne doit connaître le chef d'accusation. Dis seulement que leur description correspond à celle d'un couple qu'on veut interroger pour une affaire. D'attouchement sur une poule. La loi de l'État en cas d'arrachage de l'étiquette d'un matelas ne vous appartenant pas remonte au début des années 1900, à l'époque où Asa Sean s'est querellé avec son voisin à propos d'un cochon qui avait pénétré dans son jardin. Les deux hommes se sont battus pendant des heures pour savoir à qui appartenait désormais le porc, jusqu'à ce que Sean se rende compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'un cochon, mais de son épouse. La question a été tranchée par les anciens du bourg, qui ont décidé que les traits de la femme de Sean étaient suffisamment porcins pour justifier le quiproquo. Submergé par la colère, Sean est rentré chez son voisin ce soir-là et a arraché toutes les étiquettes des matelas. Il a été appréhendé et jugé. Les jurés ont fait valoir qu'un matelas dépouillé de ses étiquettes était une insulte à l'intégrité du rembourrage. Au départ, Nash et Stubb ont clamé leur innocence, tâchant de se faire passer pour une marionnette et son ventriloque. Mais sur le coup de 2 heures du matin, les deux suspects ont commencé à craquer sous la pression, l'interrogatoire étant en effet mené par Pug en français, langue que les deux suspects ignoraient, et dans laquelle par conséquent ils ne risquaient pas de mentir. Stubb a fini par avouer. On s'est garé devant chez les Washburn, au clair de lune. On savait que la porte d'entrée était toujours ouverte, mais on est rentré par effraction, histoire de pas perdre la main. C'est en prison que j'avais entendu parler des Washburn, par Wade Mulway, un tueur en série qui dépeçait ses victimes et les mangeait. Il avait été employé comme cuisinier chez les Washburn, mais s'était fait renvoyer le jour où ils avaient retrouvé un nez dans le soufflet. Je savais que c'était non seulement interdit par la loi, mais considéré comme un crime contre Dieu, d'ôter les étiquettes des matelas alors que je ne les avais pas achetées. Mais il y avait toujours cette petite voix qui m'obligeait à le faire. C'était celle du présentateur télé Walter Cronkite. Je crois bien. J'ai découpé les étiquettes des Washburn, d'au-dessus chargées des matelas des enfants. Je transpirais. La pièce tremblait autour de moi. Toute mon enfance a défilé devant mes yeux. L'enfance d'un autre gamin. Et puis, pour finir, l'enfance d'Alain Delon. Au procès, Stubb a choisi d'assumer lui-même sa propre défense, refusant la présence d'un avocat. Toutefois, il n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les honoraires, ce qui a créé certaines tensions. J'ai rendu visite à Beau Stubb dans les couloirs de la mort. Pendant une décennie, il a échappé à la potence. Il a mis à profit cette période pour apprendre un métier. Il est devenu pilote de ligne. J'étais présent le jour où la sentence finale fut prononcée. Une importante somme d'argent a été versée à Stubb par Nike pour les droits télévisés, autorisant la compagnie à placer son logo sur la cagoule. Quant à savoir si la peine de mort a un effet réellement dissuasif, cela demeure discutable, en dépit des études tendant à prouver que les criminels commettent statistiquement moitié moins d'infractions qu'après leur exécution.